Je vois bien M. Maurice Kamto comme Premier ministre, je vois bien M. Cabral Libi assumant un ministère de haute souveraineté pour consolider son expérience. Il est jeune. Ensuite, je vois l'un de nos grands candidats. Oui, je suis en train de montrer la stratégie gagnante. Je suis dans la stratégie gagnante qui doit amener tous ces gens-là au consensus. Et je termine par là. Neutraliser Monsieur Ndjamé, neutraliser les bilets et on Dans l'esprit d'Abel Elimi Lobé se dessine une stratégie pour 2025 où un président anglophone et un premier ministre francophone s'uniront pour façonner un nouveau Cameroun. Paul Biya, quant à lui, a un souvenir lointain, un vestige d'un temps révolu, un has-been que même nos amis anglophones n'hésiteraient pas à enterrer sous les cendres du passé si l'on s'en tient aux analyses de nos panélistes. Mais l'avenir est à portée de main. Le président de Kautal a déjà trouvé le chemin de cette révolution. Un candidat dont le profil scintille comme une étoile dans la nuit. Deux candidates. Le candidat parfait, prêt à embraser le cœur des Camerounais. Abel Elimi Lobé. Maître Akeremouna a le profil du bon candidat anglophone. Il a le profil du bon candidat anglophone. Sa personnalité, son implication dans la conduite des affaires du pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un bon candidat anglophone, sous réserve de la vérité que le recteur a évoquée, qui sont des éléments qui peuvent nuire. Mais nous pouvons construire la solidité de la candidature d'Akeremouna, sauf que nous sommes au commencement du travail. Le travail vient de commencer. Je me réjouis qu'une première candidature de haut niveau vienne de s'exprimer. Un profil idéal, peut-être, mais l'opinion n'est pas unanime. Maître Akeremouna, héritier d'une lignée prestigieuse, porte un patronyme puissant de l'histoire. Il est l'un des fils de Salomon Tandemmouna, cet illustre premier ministre du Cameroun anglophone qui a marqué les années 1968 et 1972. Cet instituteur, né vers 1912 dans les terres anglophones du Nord-Ouest, a été un véritable architecte de la réunification de notre belle nation. En l'instar de son père, Akeremouna incarne une confiance inébranlable. L'anglophone ayant fait des études secondaires dans les deux langues officielles, ce fringant avocat aux cheveux grisonnants, il a 71 ans, parfaitement bilingue, manie aussi bien le code civil que la common law, un atout que beaucoup envieraient. Mais attention, le Cameroun n'a pas besoin de souvenirs figés dans le marbre du passé. Il doit être reconstruit avec la fougue et l'énergie des jeunes générations, comme le souligne ici Pierre Blériot-Niemek. Il ne faut pas qu'on rentre dans le patrimonialisme politique. Autant je conteste par exemple que le fils du chef de l'État aspire à devenir chef de l'État après le chef de l'État, autant je conteste les familles régnantes en général. Akeremouna, ça fait pas, c'est 70 ans, près de 80 ans de règne dans la partie Nozo du Cameroun. Je crois qu'il y a aussi d'autres personnalités qui peuvent émerger de ce côté-là. Les Mouna ont géré le Cameroun depuis Salomon Tandemmouna. Les Mouna ont été membres du gouvernement. Sa petite sœur Amatoutou Mouna a été au gouvernement. Allez voir de ce côté-là si la crise anglophone trouverait sa solution dans de tels personnages. J'en doute personnellement. Je veux dire que si vous voulez proposer, comme c'est l'idéologie de Elimi Lobé, un anglophone, une personne ressortissante du Nozo comme candidat, ne nous décidons pas ici. Allons interroger ces gens-là. Parce que certainement, ils ont des figures plus représentatives qui sont noyées, qui sont brimées par les grandes figures régnantes. Personnellement, je ne donne pas beaucoup de crédit à ces familles régnantes. Très bien. Donc, j'estime que Maître Akeremouna a bien travaillé. Il a aujourd'hui, je crois, 72 ans. C'est bien. Nous avons déploré les âges trop vieux. Il en aura 73 l'année prochaine. S'il a 7 ans, il ira vers 80. Ce n'est pas le genre de profil que j'attends. J'attends des profils beaucoup plus jeunes, parce que le Cameroun est à reconstruire.
Pour les observateurs éclairés comme le professeur Jean Baïbek, la connexion entre le RDPC et la famille Mouna s'apparente à une romance ancienne tissée au fil des décennies. Akere Mouna est le fruit d'un héritage puissant né d'un père qui a traversé les époques en étant l'un des plus proches alliés du président Paul Biya. Cette relation, marquée par des années de collaboration et de loyauté, raconte une histoire riche et complexe où les liens familiaux et politiques se mêlent dans un parcours sinueux. Il n'est pas surprenant que le RDPC s'entende mieux avec Mouna. Parce que historiquement, idéologiquement, d'accord, on va dire même dans leur parcours, il est quand même né d'un père qui a gouverné, qui a fait toute la vie avec Biya. Hein. D'accord, quand Biya est en 82, il a fait 20 ans bon, avec... Mais avec une rupture, si c'est oui, qui investissait peut-être. Mais ils ont quand même un long parcours. Donc ils se connaissent idéologiquement, historiquement, politiquement. Pour Eric Mathias Ouonangini, Maître Akere Mouna n'est pas simplement un nom. Il est le reflet d'une aspiration profonde à un changement nécessaire. Pourtant, le professeur ne manque pas de relever qu'il ne s'agit pas d'un homme façonné par les arcanes de la politique de bureau ou les intrigues des salons. Il n'a pas l'expérience d'un chef ou d'un cadre de parti, surtout dans un contexte où l'opposition peine à s'imposer et à faire entendre sa voix. Akere Mouna représente une opportunité précieuse, mais aussi une interrogation. Comment peut-on espérer un véritable renouvellement sans des leaders prêts à briser les chaînes du passé? Il a des atouts, il a un bon carnet d'adresses à l'international. Il est introduit dans un certain nombre de milieux internationaux, aussi bien publics que privés. Il a un nom. Le système politique camerounais s'est cristallisé comme un système politique dominé par les bureaux, dominé par la bureaucratie. Donc là-bas, la construction et la gestion du pouvoir s'est largement faite dans les bureaux jusqu'au début des années 90, où ce système a dû se reconvertir et introduire donc la politique de parti concurrentielle. L'autre profil, c'est celui de chef ou de cadre de parti. On peut cumuler les deux ou on peut présenter une de ces expériences. En l'occurrence, M. Mouna ne les a pas. Il n'a pas l'expérience de la politique de bureau et d'antichambre dans la société de bureau. Il n'a pas l'expérience de chef ou de cadre de parti, et notamment de partis d'opposition, qui se soient inscrits dans le temps, dans la lutte contre le parti gouvernant pour essayer de se faire une place et de retourner le rapport de force pour obtenir donc l'alternance. Maintenant, il peut effectivement essayer de présenter une posture alternative, une posture donc qui viendrait donc de candidats de la société civile, et c'est ce qu'il essaye de faire. Simplement, dans cette logique-là, il y a quelque chose qui peut être gênant, c'est l'opportunisme, c'est la politique du Yango. Et cette politique du Yango qui consiste à chaque fois à trouver un véhicule et à le prendre pour essayer d'arriver à étudier, je ne sais pas si ce sera la chose la plus efficace. L'opportunisme politique. Le 28 septembre dernier, Akere Mouna a tissé une alliance avec le parti Univers de Prosper Nkovondo, ce même parti qui a vu jaillir Cabral Libi sur la scène politique nationale. Akere Mouna, cet acteur inflexible de la société civile, se prépare à brandir à nouveau son étendard à l'aube de 2025. À peine 12 mois avant cette échéance cruciale, cet homme politique est déjà propulsé comme le candidat vedette par le parti Univers de Prosper Nkovondo. Le 28 septembre 2024, le parti politique Univers, par la voix de son leader, le professeur Prosper Nkovondo, m'a proposé d'être leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. La prochaine élection présidentielle au Cameroun ne sera pas comme les précédentes. Le scrutin se déroulera dans un contexte marqué par la persistance de l'impasse quant aux réponses apportées à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'autres menaces à la stabilité pèsent sur notre avenir commun. Les luttes pour garder le pouvoir aggravent les antagonismes
ethniques et sociaux. Nul ne sait quand ni comment s'arrêteront les pratiques d'exclusion et de marginalisation qui continuent à mettre en danger la cohésion sociale. La cohésion sociale, cet idéal précieux mais si lointain, demeure insaisissable et pourtant ardemment recherché depuis 2016 au Cameroun, année marquée par le début de la crise dite anglophone. Pour conquérir ces élections, l'ancien bâtonnier sait pertinemment que son parcours et sa renommée ne suffiront pas à embraser les cœurs des électeurs. Depuis cette date fatidique, le Cameroun, la région anglophone du Cameroun, qui représente environ 20% de la population, est plongée dans un tourbillon de crises socio-politiques dévastatrices. Les affrontements sanglants entre l'armée et les combattants séparatistes ont laissé derrière eux un sillage tragique de vies perdues et de rêves brisés. C'est donc sous l'emblème du parti Univers que Maître Akeremouna se lance dans la bataille pour le siège tant convoité du palais des Taudis. Une fois installé dans ce sanctuaire du pouvoir, il aspire à panser les blessures profondes de son peuple. L'avocat n'est pas seul dans cette quête héroïque. Il a également été choisi au nom d'une coalition composée d'une vingtaine d'organisations politiques unissant leurs forces pour faire résonner un cri d'espoir et de changement. Ce n'est pas la candidature du parti Univers. C'est la candidature d'une coalition qui s'est formée et qui sera donc portée sur le plan strictement juridique par le parti Univers. Faut-il dire que le petit parti d'Inyango est quand même dans ce pays, lorsqu'on classe les partis politiques, les 18 partis qui peuvent investir. Est-ce que j'ai fini de parler? Il est même classé Il veut t'aider. Non, il a raison. Je suis en train de dire que le petit parti Univers, qui en venait d'aujourd'hui, parti Nyango selon Wonangini, est quand même 13e parti sur 400 partis qui existent au Cameroun, et faisant partie non pas de 18, mais de 16. Non, c'est 18. Partis politiques, nous ne voulons pas ce débat. C'est bien 16 et non 18. On va ouvrir le débat si on le veut bien. C'est 16 partis politiques seulement qui peuvent investir des candidats, qui ont la capacité juridique, je dis bien, de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Tu as mal compté, ils sont 18. Au fond de cela, une coalition donc peut se former autour du parti Univers. C'est pour ça, oui, tout à fait. Une coalition, une véritable dynamique de changement. Cette alliance inédite incarne l'espoir d'un futur meilleur, tant les attentes sont immenses. Le pays traverse en ce moment des temps difficiles marqués par des crises qui pèsent sur le quotidien de ses citoyens. Les Camerounais, fatigués par les défis persistants et les promesses non tenues, aspirent à un nouvel élan. Ils rêvent d'un renouveau qui redonnera vie à leurs aspirations et restaurera la confiance dans les institutions. Cette coalition se présente donc comme le souffle vital dont le pays a tant besoin, prête à insuffler une énergie nouvelle et à transformer les aspirations populaires en actions concrètes. Aujourd'hui, l'économie est au plus mal. La corruption s'aggrave. Les institutions se délitent. Tous les signes de l'usure du pouvoir sont là sur nos yeux. Absence de sang neuf, cynisme devant les revendications des populations, immobilisme face aux défis et enjeux de l'avenir et l'incapacité du système de gouvernance actuel à se réinventer. J'ai été touché et honoré par l'appel des leaders politiques et de la société civile, regroupés au sein d'une coalition. Apporter avec eux des réponses qui s'imposent face à ces défis. Une autre nouvelle s'ouvre pour notre pays. Chaque commencement est un moment d'angoisse. C'est aussi l'occasion de prendre un nouvel élan. Le temps de l'engagement est ainsi venu. C'est ainsi que, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai accepté de me présenter à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, sous la bannière du parti Univers. Un nouveau
Changement s'annonce à l'horizon, certes, mais sous quel prisme se dessine-t-il? Au Cameroun, l'opposition a toujours évolué comme une étoile éparpillée dans le ciel, chacun de ses membres cherchant sa propre voie. Pourtant, il est impossible d'oublier ce moment mémorable de 2018 lorsque Akeremouna et Maurice Kamto ont franchi le seuil de l'espoir en envisageant une coalition pour la présidentielle du 7 octobre. Dans un geste empreint de noblesse, l'ancien bâtonnier avait consenti à se retirer en faveur de l'ex-ministre délégué à la justice. Les deux hommes avaient attendu les dernières 36 heures pour sceller leur accord. L'opposition camerounaise est infestée et infecte de militants d'un égo surdimensionné. Chacun pense qu'il a vocation à devenir président. Et on fait semblant, on s'embrasse, on se congratule, mais on se poignarde. N'oubliez jamais que Maître Akeremouna a démissionné à la veille de l'élection en faveur de Maurice Kamto. Or, les bulletins de vote étaient déjà partis dans les imprimés et on ne pouvait plus les retirer. Voilà donc comment l'intelligence peut être mise au service du mal pour duper les Camerounais. Non, moi je ne crois pas en cette alliance. Des alliances qui vacillent au moindre tremblement. Voilà ce que le Cameroun ne peut se permettre en ces temps incertains. Le pays en quête de stabilité et de progrès a réellement besoin de compromis solides et réfléchis pour avancer. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à des promesses éphémères ou à des unions fragiles. Des hommes comme Maître Akeremouna possèdent cette rare capacité à naviguer dans l'art du compromis, sachant que c'est par le dialogue et la compréhension mutuelle que l'on peut bâtir un avenir crucial. En tout cas, c'est ce que souligne Pierre Blériot-Niemek. Ces leaders éclairés sont essentiels pour instaurer un climat de confiance et d'unité. Ils peuvent permettre au Cameroun de surmonter ces défis et d'embrasser une véritable dynamique de changement. Écoutons Pierre Blériot-Niemek. Akeremouna a cédé sa position politique la fois dernière à un candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une convention avec le président du MRC, étant prêt, avait-il dit, à se retirer au profit de ce dernier, même s'ils ne sont pas allés jusqu'au terme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait faire le compromis. Le fait que Univers ait désigné le maître Akeremouna comme son candidat ne veut pas dire qu'Akeremouna sera en fin de compte le candidat de l'opposition. Mais le candidat désigné par Univers, ça c'est mon analyse personnelle. Comme par le passé, il a été quelqu'un de consensuel, je pense que le moment venu, s'il y a un candidat qui présente plus de points, plus d'opportunités pour l'opposition, maître Akeremouna pourra faire preuve de la même générosité politique en cédant sa place à un candidat qui pourrait battre le candidat Paul Biya. Un consensus donc qui pourrait potentiellement porter ses fruits. Espérons que cette orientation représente véritablement la stratégie à suivre. La maîtrise du jeu politique est un élément indispensable pour garantir la crédibilité des acteurs en présence. Il est rassurant de constater que l'année 2018 appartient désormais au passé. Prochain cap 2025 avec une élection présidentielle qui s'annonce comme un véritable carrefour d'enjeux cruciaux pour le Cameroun. Pour Abel et Limbilobé, l'heure est à l'action. Comme nous avons déjà un bon candidat à Akeremouna, dont on peut travailler à la consolidation de la candidature, on peut l'entourer et lui donner la substance politique qu'il faut. Comme nous l'avons fait en 92, il est important que le SDF mette aussi déjà sa candidature sur la table. Je vous pose une autre question. Avant de poser ta question, là, je termine pour ne pas m'égarer. Parce que si la candidature du SDF s'exprime, ça sera une deuxième candidature anglophone de haut niveau, avec des aspects que le recteur a évoqués, que le SDF remplit parfaitement. Maintenant, on va faire asseoir
nos deux grands candidats anglophones pour qu'ils trouvent un compromis. Parce que notre combat pour la réhabilitation de la communauté anglophone n'est pas simplement à la présidence de la République. Nous voulons avoir un président de la République anglophone. Si nous l'avons, il va devoir avoir un premier ministre francophone. Et si nous avons ce premier ministre francophone, il doit être soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale. Si nous avons cette majorité à l'Assemblée nationale, nous pouvons poursuivre le rééquilibrage, rendre l'équité en faisant en sorte que le président de l'Assemblée nationale soit aussi un anglophone avec un président anglophone à la tête. Le Cameroun se compose de deux systèmes distincts, francophone et anglophone. Ceci suite à la Première Guerre mondiale. Le pays, initialement sous protectorat allemand, a été placé sous la tutelle de la France et du Royaume-Uni. Avec l'indépendance acquise en 1960, la République fédérale du Cameroun a vu le jour le 1er octobre 1960, rassemblant deux États fédérés, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Par la suite, un référendum mené par Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, et Salomon Tandemuna a conduit à la création de la République unie du Cameroun le 20 mai 1972. Ce dernier deviendra plus tard président de l'Assemblée nationale et à sa mort en 2002, il sera célébré comme une icône nationale par de nombreux Camerounais. Cependant, les institutions sont majoritairement dirigées par des francophones. La langue française domine largement et est la plus couramment parlée au Cameroun. La situation que nous avons actuellement, c'est que le président est francophone, le président du Sénat est francophone, le président de l'Assemblée nationale est francophone, le président du Conseil économique et social est francophone, les membres du gouvernement. Je prends d'abord les institutions qui incarnent la souveraineté du pays. Nous voyons que les anglophones ont enduré cette situation d'inéquité. Et l'effort que nous devons faire, c'est donc d'avoir une grande coalition qui se fait autour d'un président, d'un candidat anglophone, mais avec des ententes à l'intérieur, pour que Kanto ne soit pas en reste, que Kabel Libi ne soit pas en reste, qu'il ne soit plus des candidats perturbateurs de la possibilité de gagner l'élection, mais qu'ils entrent dans une grande discussion de gouvernement, là où ils ont parfaitement leur place. Abel Elimbi Lobé exprime sa conviction. Un changement est impératif. Une permutation au sommet de l'État doit être envisagée pour garantir une meilleure représentativité et dynamiser le leadership. Son appel à la transformation du paysage politique trouve un écho chez certains qui voient en cette approche une voie vers une gouvernance plus inclusive et équilibrée. Cependant, le professeur Ouanangini adopte une position différente. Selon lui, la perspective de Limbi Lobé ne prend pas suffisamment en compte les complexités du contexte actuel et pourrait ne pas être la solution idéale pour le Cameroun. On l'écoute. Mon commentaire, c'est que je suis très amusé par ces déclarations. Ah bon? Oui, parce qu'un président, dans le type de système politique que nous avons, ça ne se proclame pas comme ça. Ça s'obtient à l'issue d'une compétition électorale. Nos compatriotes dits anglophones, moi je n'aime pas ces expressions, ce sont des expressions coloniales, francophones, anglophones, sont des Camerounais. Ils sont donc, si leurs droits le leur permettent, c'est-à-dire à condition qu'il n'y ait pas d'incapacité, libres de se présenter à une élection présidentielle. Et si leurs compatriotes, d'où qu'ils viennent, estiment qu'ils incarnent le mieux ce qu'ils veulent pour le Cameroun, ils peuvent être élus. Même si il fallait d'ailleurs rentrer dans un certain nombre de transactions et des négociations relativement à de tels aspects, c'est très mal parti. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a déjà eu une confrontation armée. Et ça produirait un très mauvais message pour notre pays. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez dire de manière claire? Je veux dire, laissez-moi parler, vous comprendrez ce que je vais dire. Je veux dire simplement que tant qu'on était dans des conditions où les revendications identitaires de nos compatriotes dits anglophones étaient pacifiques, un tel discours pouvait même être dans une certaine mesure recevable.
Mais comme on est passé à une phase où ces revendications, pour certains, c'est pas tout le monde qui est concerné non plus, tous les anglophones n'ont pas l'orientation dite amazonienne, il n'en reste pas moins qu'il y a eu des violences. Donc, le risque et l'effet pervers, ça veut dire que donc, chacun peut donc maintenant faire le chantage identitaire pour accéder à l'élection présidentielle. Si vous ne mettez pas quelqu'un de ma communauté identitaire, bon, je prends les armes, je mets le feu partout, jusqu'à ce que vous acceptiez ma requête. Un discours qui ne saurait être accepté car réduire le Cameroun à une simple opposition entre anglophones et francophones est une vision trop simpliste. En réalité, les identités qui composent le pays sont bien plus complexes et variées. Le Cameroun se distingue par sa mosaïque d'identités communautaire qui englobe des cultures, des langues, environ 250, et des traditions multiples. Cette pluralité est une richesse qui témoigne de l'harmonie et de la coexistence de diverses communautés au sein de la nation. Ignorer cette diversité serait faire fi de l'essence même du Cameroun. Vous ne pouvez pas réduire les identités communautaires du Cameroun à francophone, anglophone. Et si vous amusez ça comme ça, c'est que vous êtes en train de vous amuser. Ces identités sont beaucoup plus plurielles et si vous entrez sur ce terrain, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que le Cameroun, à toutes les strates, est marqué par la pluralité. Même à l'intérieur des grands blocs ethno-tribaux que vous connaissez, il y a une variété tachetée. Prenons le groupe Ekan. Un Eton, ce n'est pas un Néondo, qui n'est pas un Boulou, qui n'est pas un Toumo, qui n'est pas ceci. Vous prenez par exemple, ce qui est entrepris dans ce qu'on appelle les bassins, un pot bâti, un Bénin n'est pas un pot, n'est pas un bâti, ainsi de suite. Même chez les Sawa, un Bombongo n'est pas un beau. Donc, partout, il y a une diversité terrible. Si on entre sans régulation sur le terrain identitaire, ça peut produire de gros dégâts. Maintenant, le jour où il y a un Camerounais crédible, qui a les qualités morales, les qualités intellectuelles, les qualités scientifiques, les qualités techniques, les qualités humaines pour être président du Cameroun, ne croyez pas que ça va échapper aux autres parce qu'ils sont francophones ou quoi que ce soit. Il pourrait parfaitement choisir cet anglophone-là comme le leader du pays. En résumé, ces distinctions n'ont pas d'importance que l'on soit francophone ou anglophone. On retient que l'identité première est celle des Camerounais. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire d'appartenir à une communauté spécifique pour prétendre à la présidence du pays. L'exemple de John Frunzi est particulièrement marquant dans la mémoire collective. Sa popularité était indéniable et sa capacité à mobiliser les foules était tout simplement impressionnante. Ce leader charismatique du parti SDF, le Social Democratic Front, a su capter l'attention et l'adhésion de nombreux Camerounais désireux de changement et d'une nouvelle vision pour leur pays. En 1992, ce n'est pas un candidat anglophone que l'on voyait. C'était simplement un Camerounais qui, par tout à fait son projet, avait réussi à mobiliser les Camerounais et leur redonner espoir quant à un véritable changement. Et le résultat qu'il a fait démontre effectivement, témoigne du fait qu'il y avait une très forte mobilisation derrière lui. Et dans la réalité, tout le monde le sait, il avait gagné cette élection. Moi, je n'ai pas cette réalité. Hein. Je me fie à ce que la Cour suprême de l'époque avait dit. Pourquoi tu dois toujours dégager? Peut-être qu'il n'y a pas les bonnes réalités. Tu peux pas parler mais simplement. la réalité c'est celle-là. Votre réalité, vous voulez dire? C'est nul ça. La réalité, c'est celle-là. Que ce soit la mienne ou pas, mais c'est la réalité. Cela dit, vous voyez là qu'il n'était pas question d'un candidat anglophone. Il était question seulement d'un Camerounais qui arrive à mobiliser ses compatriotes. Aujourd'hui, on va en réalité nous divertir. Parce que c'est une forme de diversion simplement. On veut distraire les Camerounais de ce qui est important. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce qui est important, c'est préparer l'élection présidentielle de 2025
C'est une année charnière dans notre pays, une année historique. Roger Justin Noah l'exprime avec tant de justesse. 2025 sera une année décisive marquée par des événements historiques qui vont certainement redéfinir l'avenir politique du Cameroun. Le MRC est déterminé à jouer son rôle, fort de sa capacité à mobiliser les masses autour de ses idées et de ses ambitions. Cela a été constaté lors des élections de 2018 et cela se confirme encore à chaque apparition publique de son leader, Maurice Kamto, qui réussit à rassembler un grand nombre de personnes en quête de changement. À l'instar de John Frondi en 1992, Maurice Kamto attire des foules avides d'espoir et de renouveau. Son charisme et sa vision d'un Cameroun meilleur résonne auprès des citoyens qui aspirent à une transformation politique profonde de leur réalité politique. Cependant, une question cruciale se pose. Peut-il envisager de présenter un candidat anglophone au sein de son parti pour la présidentielle plutôt que de se porter lui-même candidat? Écoutons la réponse. Le MRC n'est pas un parti qui peut présenter une candidature anglophone. Il n'est pas structuré de la sorte. Les anciennes élections, parce que le MRC a commencé à aller aux élections en 2013, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde, on voit très bien qu'il n'a présenté aucune liste dans le pays anglophone. Pourquoi? Parce que son implantation dans ce pays est faible. Si je prends un autre parti, qui est par contre un grand parti, l'UNDP, si je dis que l'UNDP est un parti du Nord, ça va choquer les gens. L'essentiel des élus de l'UNDP, 560 conseillers municipaux, ils sont dans le Nord. C'est le deuxième parti qui a le plus grand nombre d'élus au Cameroun. 7 députés. Une région qui contrôle. Aucun autre parti après le RDPC ne contrôle une région. Mais pour autant, c'est un parti qui n'est pas structuré pour présenter une candidature anglophone. Mais il peut soutenir une candidature anglophone. Très bien. Il est peu probable que le leader du MRC soit disposé à céder son trône à un autre candidat. Depuis longtemps, il nourrit l'ambition de transformer le pays et de redéfinir son avenir politique. Pour l'élection de 2025, il se voit dans le rôle de l'unique décisionnaire, celui qui prend les rênes sans partage. Le célèbre tireur de pénalty veut agir sur le terrain, cette fois-ci sans l'assistance de la VAR pour valider son but. Le MRC estime que s'il dit d'accord à un candidat anglophone, c'est tuer d'office la possibilité que quand donc, c'est ça qui nous amusait. Je reviens, je vais vous dire, ça c'est votre analyse. Enfin ici, oui. Les francophones que nous sommes, nous n'avons pas intégré que les anglophones devaient être dans le jeu politique. Et je vais vous le démontrer. Avez-vous déjà entendu qu'un SG du RDPC est anglophone? Non. Je vous parle de l'intérieur des partis. Est-ce que les partis francophones ont organisé leur structuration de telle sorte que quand le président de ce parti est francophone, la seconde force soit anglophone? Non. Non. Même pas le MRC. Personne. Ça veut dire que nous les avons exclus du jeu politique. Mais ça se passe comment? C'est pour comment? Tu peux me laisser parler. Plus vous parler. Si tu fais comme ça, tu ne vas plus parler. Laisse-moi parler. Oui, mais oui, j'ai le droit de parler du MRC. Je voudrais que ça se passe autrement. À ton tour, tu vas parler de moi ou de qui. Alors, voilà comment les francophones n'ont pas intégré. Vous ne faites que dire 60 ans. Ça fait exactement en 2025, 65 ans après les indépendances, que 2 entités politiques ont été créées et une seule entité politique a confisqué le pouvoir. Parce que c'est une entité politique, ce n'est pas des tribus. Si nous ne déverrouillons pas pour que l'autre entité politique rentre dans le pouvoir et on commence à créer les bassins, on fait que les bassins seront... Les bassins ne valent pas les anglophones, les bassins ne sont pas une entité politique. Les boules ou les boules... Il y a les bassins anglophones. Donc ce ne sont pas des entités politiques. Les entités politiques se retrouvent au cœur d'une tempête électorale imminente pour la présidentielle de 2025, un véritable champ de bataille. On l'a dit, le destin du pays est en jeu. Comme un refrain obsédant, les mêmes problématiques ressurgissent inlassablement comme des fantômes du passé qui refusent de disparaître. Mais il est crucial de rappeler que le Cameroun est un patchwork vibrant de micro-nationalités, chacune avec ses rêves, ses luttes et ses aspirations.
Ignorer cette mosaïque serait comme tenter d'ignorer le battement de cœur du pays lui-même. De plus, l'ombre de notre histoire coloniale plane toujours sur nous et influence nos choix et nos trajectoires. Les répercussions de ce passé triste sont omniprésentes et façonnent notre réalité d'une manière que nous ne pouvons pas négliger. C'est cette vision qu'Abel Elimi-Lobert propose ici, une analyse osée qui appelle à une prise de conscience collective et une action éclairée pour naviguer dans les méandres des enjeux actuels du Cameroun. Nous devons faire la politique, comme disait le général de Gaulle, avec les réalités. Et les réalités de notre pays sont que c'est un enchevêtrement de micronationalités, comme le recteur lui-même a l'habitude de dire. Donc, comme nous sommes des micronationalités, il faut en tenir compte dans l'organisation politique du pays. Et comme nous avons une histoire coloniale, il faut également en tenir compte dans l'organisation du pays. Cette histoire coloniale a fait en sorte que nous ayons deux influences coloniales qui peuvent être à l'origine de difficultés graves si on n'en tient justement pas compte. Et c'est parce qu'on en tient compte que nous constatons que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, l'organisation politique du pays, la gestion du pouvoir a tenu compte de ces spécificités-là. Ahidjo, en son temps, s'est organisé pour que lui, francophone, première personnalité du pays, et pour deuxième personnalité du pays, le président de l'Assemblée nationale qui était anglophone. Ça a contribué à stabiliser le pays avec lui et Salomon Tandem Mouna à cette époque. Et quand Ahidjo est parti, le président Biya a joué également ce jeu-là pour stabiliser le pays. Il a été président de la République, il a mis les postes de premier ministre, il avait des premiers ministres francophones, mais il a veillé à ce que la partie anglophone du pays qui existe, qui est une réalité, qui s'impose à nous, soit éminemment représentée. Il a eu des gens comme Fonka Tchalaras à l'Assemblée nationale, puis après il a changé l'organisation du pouvoir, estimant qu'il fallait améliorer la présence de la communauté anglophone dans la conduite des affaires. Il a commencé à avoir des premiers ministres, chefs de gouvernement anglophones. Et depuis Achidi Achou jusqu'à aujourd'hui, le président Biya s'est organisé pour que la communauté anglophone participe à la conduite des affaires au haut niveau en ayant toujours des premiers ministres anglophones. Paul Biya et la communauté anglophone, un dieu complexe au cœur d'une symphonie désaccordée. Cette communauté, souvent réduite au silence, crie sa douleur face à la marginalisation orchestrée par le pouvoir central. Ils demandent à être entendus, voix perdue. Ils réclament leur juste place dans le concert national. Malgré des années de conflits qui auraient pu éteindre toute lueur d'espoir, beaucoup nourrissent encore la conviction ardente que francophones et anglophones peuvent coexister harmonieusement dans une république fédérale composée de 10 États plutôt que de simples régions administratives. Ces idées, pourtant pleines de promesses selon certains spécialistes, provoquent des tempêtes de colère lorsqu'elles sont exprimées à voix haute, car le régime en place rejette catégoriquement toute forme de fédéralisme. Pourtant, l'espoir demeure. Nombreux sont ceux-là qui croient encore à un règlement pacifique de cette crise déchirante. Et au cœur de cette quête se trouve justement Paul Biya, l'homme du renouveau, l'homme qui détient les clés du changement. En 1992, par exemple, lorsque Fundi a failli devenir président de la République, ce n'est pas tant parce qu'il était anglophone que parce qu'il portait un projet audible qui a suscité l'intérêt et l'adhésion de ses compatriotes. L'élection présidentielle, le professeur Ronan Guineva nous le confirmait, traduit d'abord la rencontre d'un homme avec son peuple. Il y a donc là une part de la destinée, pour ainsi dire. Il y a de l'anthropologie. Bon, vous voyez, parler d'anglophone, de francophone, c'est un prisme de nos jours, relativement déformant, parce que la réalité de 57, celle de 61, de 72, n'est pas davantage celle d'aujourd'hui.
j'ai observé avec bonheur que mes enfants sont parfaitement bilingues. C'est-à-dire que même du point de vue de la culture, lorsque vous vous exprimez avec eux, vous les distinguez plus tout à fait au jour d'aujourd'hui, ça a évolué. Il faut tenir compte, mon cher Abel, Elimbi Lobé. Alors, ce que je voudrais dire, qui m'apparaît extrêmement important dans la prise en compte des arguments, c'est que la Constitution fixe le cap en son article 6. Les conditions sont claires. On ne peut pas par sentimentalisme politique ou par idéalisme dire que a priori il est bon. C'est une idée qu'on peut recevoir, ça dit qu'on la comprend, c'est tout à fait normal que les uns et les autres nourrissent l'ambition, mais pas exclusivement du fait de l'appartenance culturelle ou linguistique, parce qu'en l'espèce la langue ne doit pas être un blocage ou une source de division. Je crois que ce qu'il est bon, c'est de comprendre que un individu qui remplit les conditions, qu'il soit entre guillemets anglophone ou francophone, peut candidater et donc diriger le Cameroun. Diriger le Cameroun est un rêve qui habite l'âme de nombreux leaders politiques, chacun d'eux portant en lui l'espoir de voir le chef de l'État abandonner son trône, un trône désormais chargé du poids des années. Les récentes nouvelles concernant la santé du président de la République sonnent comme un glas et révèlent l'impatience qui couve sous la surface. Après plus de 4 décennies d'un règne sans partage, les voix s'élèvent dans une clameur désespérée et réclament le changement. Le changement, ce n'est pas forcément que le RDPC tombe. À l'intérieur du RDPC, il y a des courants qui se développent pour le changement. Merci Abel Elimbi Lobé. Dans l'opposition, le changement, c'est que, oui, le changement, c'est que nous fassions tomber le RDPC. Très bien. Il y a des courants chez nous qui disent que si nous voulons que ce changement-là se fasse de manière à traiter aussi les problèmes politiques, parce qu'il ne faut pas que les choses se fassent comme Paul Bialès a souvent présenté. Changer Paul pour mettre Pierre. Il s'agit de changer Paul pour mettre un Pierre qui va résoudre un certain nombre de problèmes. Or, l'intégrité du territoire national, le sentiment de marginalisation d'une communauté qui a une existence politique réelle, comme Léraud vient de le démontrer, sont des problèmes réels dans ce pays. Ce n'est pas, monsieur Manda, que vos enfants parlent anglais ou espagnol, vos enfants ne sont pas des hispaniformes ou bien des espagnols. Non, n'est-ce pas? L'idée d'anglophonie est une réalité culturelle politique. Tout à fait. Nous avons tenu compte au grand dialogue et nous avons élaboré le Code général des collectivités territoriales décentralisées en introduisant des éléments de la spécificité politique que représentent les anglophones. Dans le Code général des collectivités. Donc les anglophones ne sont pas un épiphénomène. On l'a compris. Abel Elimbi Lobé insiste sur son idée, un système rotatif du pouvoir, une vision où chaque voix pourrait enfin trouver sa place au sein de la grande symphonie nationale. Cependant, attention car le tribalisme guette un piège insidieux qui pourrait engloutir même les plus sages. Aristide Manda a déjà fleuré le danger qui se profile à l'horizon. Il sait que ce projet, bien qu'illuminé par l'enthousiasme d'Elimbi Lobé, pourrait être interprété comme une danse dangereuse. Et la critique ne tardera pas à s'abattre sur ceux qui osent s'aventurer trop près des abîmes de la division. L'angle qu'il développe me présente des limites en ceci que il peut mettre sous ce tribalisme, il peut même confronter ceux qui sont dans les relents de la sécession. Parce que quand vous voyez comment est-ce que le pays est dirigé, la configuration actuellement au niveau de l'administration, les efforts qui ont été faits et à partir du grand dialogue national, au regard des constats qui ont été établis, ont amené le gouvernement à faire des efforts particuliers. Je me suis amusé, vraiment je m'excuse de le dire comme ça, à regarder au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. Ouais. Vous voyez par exemple qu'il y a près de 2 décennies, sur la cinquantaine de lycées, Cabrit, Yaoundé et la périphérique, on trouvait difficilement 4 à 5 proviseurs anglophones. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être parce que Nalo Vaillon gagne anglophone, je ne sais pas, mais vous voyez dans les nominations qui viennent de ce côté-là que je prends des gens vraiment basiques pour montrer les mécanismes d'intégration qui sont importants, qui permettent justement de balayer ce qui pourrait constituer des blocages au plan psychologique. Vous verrez qu'au niveau du ministère des Finances, c'est important ce que je dis. Vous prenez la direction générale du Trésor, je ne suis pas en train de faire un récital ou de répertorier les postes. C'est pour que vous voyez que ce qui
pouvaient apparaître à l'époque comme inaccessibles ou des postes dédiés. L'organisation. Oui, c'est extrêmement. J'ai vu que le directeur général du Trésor, je suis allé à la douane, j'ai regardé, vous ne pouvez pas le banaliser. Et finalement, sur les dirigeants, tout le monde peut revendiquer. Et les 20%, entre guillemets, de la partie occidentale, parce que j'ai été là-bas à Donga Mantoum, je suis allé par le Nigeria, j'ai vu des gens qui parlaient français, je me rends compte que c'est dangereux de continuer à entretenir le débat sous l'angle de la colonisation, au motif qu'il y a eu autrefois des accords qui résultent de la colonisation. À chaque détour de l'histoire, la colonisation surgit comme un spectre hantant nos mémoires et elle nous rappelle les cicatrices invisibles laissées sur notre identité. Le Cameroun n'a pas été épargné par cette épopée tragique qui a fendu le cœur de sa terre. Aujourd'hui, les conséquences sont implacables. Des chaînes invisibles qui entravent sa marche vers l'unité entre identités politiques fracturées, tribus en conflit et divisions déchirantes. La réalité se dresse devant comme un mur de désespoir solide et indéfectible. Les faits sont là, têtus, des familles déchirées par des rivalités ancestrales, des communautés séparées par des lignes imaginaires tracées par d'autres. Ce triste héritage d'un passé douloureux pèse lourdement sur les cœurs et rappelle sans relâche les luttes et les souffrances endurées par tous. Au Cameroun, nos tribus ne sont pas des entités politiques. Mais par contre, l'anglophonie et la francophonie sont des entités politiques. Et vous le savez très bien. Alors la technique de l'amalgame, c'est de prendre ce qui n'est pas entité politique. Il y a dans toutes nos tribus là, existent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et vice-versa. Mais ce n'est pas des entités politiques. Sous le prisme que vous avez indiqué là, les pourcentages, j'ai entendu que les anglophones, ça faisait à peu près 20%. Les Boulous, c'est combien pour cent? C'est 3%. Mais il y a un Boulou président, non? Il y a un Boulou président. Ça veut dire que pourquoi on doit réfléchir en pensant que c'est les gens d'une tribu qui vous a dit que les francophones veulent, nous francophones, nous voulons du pouvoir francophone actuel. Vous voyez, vous faites d'abord l'amalgame. Vous nous mettez tous dans un bloc, dans les francophones que nous sommes. Nous allons voter les gens que nous connaissons là. Contre les anglophones d'un côté, non. Ils sont même déjà très nombreux, à 20%. Le grand groupe des Grassfield, c'est 15%. Mais alors, vous voyez la mauvaise foi de part et d'autre. Certes, la mauvaise foi rôde au-dessus de nos esprits et menace d'étouffer toute lueur d'espoir. Cependant, au cœur de cette tempête, il existe une lueur brillamment illuminée par des intellectuels éminents du Cameroun. Ces visionnaires croient fermement que la rotation du pouvoir peut être le pilier d'une stabilisation tant attendue. C'est une idée, une promesse d'un avenir meilleur que défend Abel Elimi Lobé. Son argument, une mélodie d'espoir, un chant qui rappelle à chacun que le changement n'est pas seulement possible, mais absolument nécessaire pour bâtir un pays uni et prospère. À travers ces mots, il évoque l'image d'une nation où les anciennes rancœurs se dissipent et où la confiance renaît. Les intellectuels de ce pays, il y en a qui pensent que la rotation du pouvoir est un élément de stabilisation. C'est tout. Très bien. Maintenant, je termine en disant sur ce plan-là que on ne peut pas en même temps dire que oh, ce n'est pas un problème d'ennemi et voir très bien que toute la vie politique nationale à l'intérieur des partis, si on essaie de faire un parti politique avec un seul groupe ethnique, il sera marginal. Vous devez chercher à avoir les autres. Si vous essayez de faire un gouvernement qui ne tient pas compte de francophones et d'anglophones, parce que ces choses-là existent, votre gouvernement sera instable. Si vous essayez de faire un gouvernement avec ce que certains qui se croient détenir le monopole de la méritocratie disent qu'on s'en fout des ennemis, c'est les méritants, comme si les méritants n'existent que dans un groupe ethnique. Si vous essayez de faire un gouvernement au Cameroun avec une seule ethnie,
vous verrez tous les problèmes du monde que vous aurez. Donc les ennemis existent, les grands groupes ethniques existent, la communauté anglophone existe, la communauté francophone existe. Il faut que nos hommes politiques intègrent ce bouillon de culture-là dans l'organisation du fonctionnement institutionnel du pays. C'est ça qui génère la stabilité. Maintenant, nous disons aux anglophones, ne restez pas sous la table. Ne faites pas de récriminations sous la table. Les anglophones du RDPC, qui sont des gens de haute qualité, qui ont déjà assumé de hautes fonctions, vous ne pouvez pas croire que des gens comme les Peter Mafani, pour avoir été aussi longtemps Premier ministre, grand chef d'entreprise, ne peuvent pas devenir président de la République, etc., etc. Si vous êtes prêt à mettre un 95 ans, à le maintenir au pouvoir, vous ne pouvez pas mettre un 95 ans qui est au pouvoir. Ah bon, vous l'avez à 92 ans, donc vous ne reconnaissez pas qu'il est déjà assez fatigué, mais il est au pouvoir. Et ses amis et ceux qui le soutiennent veulent qu'il demeure. Nous disons, donc l'âge n'est pas le problème. Vous pouvez, à l'intérieur du RDPC, avoir des anglophones de haut niveau qui aucun d'eux n'a 90 ans. Ils peuvent être promus dans l'opposition. Nous pouvons les promouvoir également et démocratiquement. On a des élections avec deux hauts candidats de grande facture, tous anglophones, ça nous permet d'arriver démocratiquement à un président anglophone qui soit du RDPC pour continuer le régime RDPC, qui soit de l'opposition pour faire de l'alternance. L'alternance, oui, mais à une seule condition, la rotation encore. C'est une idée lumineuse, c'est vrai, prête à rétablir l'équilibre dans notre cher pays. Pierre Blériot-Niemek déploie sa pensée et sa voix s'unit à celle de Limbi Lobé. Ensemble, ils dessinent une vision d'une nation où chaque souffle de changement devient une promesse de renouveau. Leur conviction ardente est un appel vibrant à la renaissance, à une symphonie d'harmonie et de justice qui pourrait transformer notre avenir. Dans cette danse de l'alternance, ils nous montrent que le pouvoir n'est pas un privilège, mais un devoir partagé pour construire un Cameroun plus fort et uni. On l'écoute. J'accompagne cette idée-là. Parce que cette idée est juste. Cette idée équilibre ce pays. Ne ramenons pas ce pays au regret de conciliation. Et comment cette idée peut se construire? J'ai commencé le grand parti, le RDPC, parce que mon frère Aristide Manda qui parle très bien dans les jeux, non. Il ne s'agit pas de donner la droite. Vous voyez, c'est ça l'esprit francophone. Le francophone, dans l'arrière-plan mental, a l'impression qu'il fait des dons aux anglophones. C'est-à-dire, il leur a donné la douane, il leur a donné le trésor, donc voilà des gadgets, et donc ils doivent applaudir. Ils ne comprennent rien. Non, c'est un terrible malentendu. Non, je vais tout dire. Non, en fait, ce n'est pas toi, Manda. C'est ça, comme ça que nous raisonnons. La preuve, c'est que quand nous faisons un premier ministre anglophone, nous disons qu'on a donné le premier ministère aux anglophones. Donc c'est un... Non, il s'agit d'un système que les anglophones pourraient imprimer au Cameroun. Pas que les anglophones soient inféodés au système francophone de gestion qui a déjà montré ses limites. Donc il faut penser à changer ce système. Changer de système, est-ce vraiment envisageable dans le dédale complexe du Cameroun? Pour Owanangini, l'idée d'un système rotatif du pouvoir avec un anglophone à la barre en 2025 peut sembler séduisante. Pourtant, cette vision ne manque pas de soulever des questions. Ne serait-ce pas un rêve fragile face aux milliers de revendications qui risquent de surgir? Avec la mosaïque des micro-nationalités qui composent le Cameroun, chaque secteur de la société semble avoir sa propre voix, ses propres attentes et ses propres frustrations. Cette diversité est à la fois une richesse et un défi. Chaque tentative de réforme pourrait rapidement se transformer en un véritable casse-tête où les intérêts divergents s'affrontent dans une cacophonie de demandes. Peut-on vraiment espérer une transformation significative sans être submergé par le tumulte des voix qui réclament reconnaissance et justice? Vous ne pouvez pas, dans la complexité du Cameroun, estimer que l'identité anglophone
est plus consistante que les identités tribales et ethno. C'est le cas, professeur. C'est bien. Ça, c'est du colonialisme. Non, c'est bien le cas. Je répète, c'est bien parce que si vous prenez ce couloir, ce n'est pas une revendication que vous allez avoir, c'est des centaines de revendications. Non, du tout, il n'y a jamais eu deux autres. C'est des centaines, je vous dis et je vous répète que c'est des centaines de revendications. Bon, ça, c'est impossible dans le Cameroun actuel d'ouvrir la dynamique identitaire sans se retrouver avec ce que je vous dis. Si vous prenez ce chemin, on va aboutir à une impasse à coup sûr. Pourquoi on va aboutir à une impasse à coup sûr? Parce que vous confondez les problèmes. Une chose est de tenir compte de la diversité des nationalités dans la composition d'un État et d'introduire cette diversité dans la gestion des différents éléments de cet État, de ces différents dispositifs. Une autre est de construire la direction politique d'un État multinational seulement sur ce type de considération. Ça peut entrer, mais je dis, ça signifie que vous devez d'abord changer le système constitutionnel. Dans le système constitutionnel actuel, ce que vous dites n'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien qui va interdire à un Camerounais non anglophone d'être candidat en 2025 parce qu'il faut qu'un anglophone soit président. Voilà, rien n'est joué et 2025 ne sera certainement pas l'année où le rêve de certains se concrétisera comme par magie. Nous sommes face à deux systèmes, francophones et anglophones. L'idée d'un système rotatif au sommet de l'État, elle semble fragile. Le Cameroun, c'est le Cameroun, nous dit-on souvent, avec ses complexités, ses contradictions et sa beauté tumultueuse. Pourtant, dans cette incertitude réside une promesse forte. Tôt ou tard, le changement viendra, la nation finira par évoluer. Les voix qui se lèvent aujourd'hui sont les graines d'un avenir meilleur, prêtes à germer dans le terreau de la diversité. Les luttes d'hier et d'aujourd'hui ne seront pas vaines. Elles sont les fondations sur lesquelles Abel Elimi Lobert et compagnie veulent justement construire un Cameroun uni où chaque citoyen, qu'il soit francophone ou anglophone, pourra rêver d'un lendemain radieux. Alors, oui, même si les défis sont immenses et que le chemin semble semé d'embûches, nos experts veulent donner espoir au peuple. La flamme du changement brûle en chacun et lorsque le moment sera venu, ce peuple sera prêt à embrasser cette transformation avec toute la passion et la détermination qui sommeille dans le cœur des populations. Ensemble, ce peuple bâtira un Cameroun où l'avenir s'écrit à l'encre de son unité.